Bonjour à tous. Aujourd'hui, les classes de première professionnelle Agora et hôtellerie vont vous présenter le quotidien de Saint-Joseph. Pour cette première partie, nous avons l'honneur d'accueillir notre invité, M. Stéphane Viry, notre député des Vosges. Nous accueillons nos premières chroniqueuses, Lucie et Tiffaine, pour cette première rubrique. Bonjour Lisa, bonjour Monsieur Viry, bonjour à tous. Je suis venue avec Tiffaine et Madame Stoffel qui vont traduire en langue des signes nos questions d'interview et les réponses de Monsieur Viry. Je vous remercie également Alexia Mougel, professeure de langue des signes, pour son aide à la présentation de cette rubrique. Monsieur Viry, nous vous remercions de votre venue et du temps précieux que vous nous accordez. Nous aurions plusieurs questions à vous poser, si vous le permettez. Vous êtes venu l'année dernière dans le lycée Notre-Dame Saint-Joseph pour intervenir dans les classes de première bac pro hôtellerie et première bac pro Agora, dont vous êtes le parrain. Vous avez travaillé avec eux sur le thème des associations et du bénévolat. Pensez-vous nous expliquer ce qui vous motive à défendre autant le bénévolat et les associations ? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravi effectivement de prolonger ce partenariat qui, je le souhaite, vous apporte beaucoup par rapport à vos études et par rapport à votre vie future. Alors, les associations, pour moi, c'est très important parce que ça permet de mettre dans une cause commune des hommes et des femmes qui sont différents, qui sont d'origines différentes, qui pensent peut-être pas la même chose, qui votent peut-être pas la même chose, qui ont des statuts professionnels différents, qui n'habitent pas le même territoire, mais qui partagent une idée de faire quelque chose en commun. Une activité sportive, une mission sociale, la défense de valeurs patriotiques, beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours considéré que la loi sur la liberté associative, la loi de 1901, est une des plus belles lois de la République. Et elle repose sur l'engagement individuel, bénévole, sans attente particulière, d'hommes et de femmes pour les autres. Lorsque vous décidez d'être bénévole, par exemple, à la banque alimentaire, vous le faites avec l'idée de permettre à celles et ceux qui ont des difficultés pour se nourrir, d'obtenir des aliments, de la nourriture, et vous le faites pour ces personnes-là. Vous ne le faites pas pour vous. C'est une marque de générosité, c'est une marque de fraternité, c'est une marque de citoyenneté. Lorsque vous êtes membre, un deuxième exemple, du comité des fêtes d'une commune, d'un village à côté d'Épinal, que vous organisez le samedi soir une manifestation pour animer le village, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites parce que vous avez envie que votre village soit attractif, qu'il se passe des choses, et c'est une manière de faire du lien social et peut-être aussi de défendre la ruralité. Et je prends mes deux exemples-là. S'il n'y avait pas de bénévoles au sein de la banque alimentaire, s'il n'y avait pas de bénévoles au sein de cette association de village qui cherche à faire de l'animation, vous imaginez les conséquences négatives parce qu'il ne se passerait rien. Donc la vie associative, elle est essentielle dans notre pays. Imaginez une commune de France, quelle qu'elle soit, sans association sportive, culturelle, sociale, sanitaire, patriotique, ça serait le néant absolu. Donc la vie associative, elle est importante et elle repose sur l'engagement, sur le bénévolat. Tu donnes de toi, tu donnes de ton temps avec des hommes et des femmes qui pensent comme toi par rapport à cette cause, alors que tu sais que ces hommes et ces femmes, ils sont par ailleurs différents de toi. Mais c'est à mon avis très important de continuer à provoquer ce lien, cette fraternité dans une France qui est un petit peu plus individualiste, plus repliée sur soi. Donc oui, je soutiens l'association, celles et ceux qui s'engagent dans l'association et le bénévolat en général. Sur les réseaux, nous avons vu la vidéo de vos vœux 2023 et vous parlez d'une valeur importante pour vous, le respect. Pensez-vous qu'actuellement, certains corps des métiers ne sont plus assez respectés ? Oui, me semble-t-il, il y a effectivement une fragilité du respect. Alors vous en êtes tout le contraire. Le simple fait de respecter celles et ceux qui ont des difficultés de compréhension, notamment les malentendants, en faisant en sorte qu'ils participent, qu'ils partagent à cette émission, est une marque de respect. Le respect, c'est quoi? C'est considérer quelqu'un ou quelque chose
même si globalement vous n'êtes pas forcément d'accord avec, mais vous n'êtes pas indifférent. Vous lui accordez une reconnaissance existentielle. On parle du respect de la dignité, on parle du respect de l'environnement, on parle du respect de la vie privée, on parle du respect des minorités, et je pourrais continuer ainsi. Donc le respect, pour moi, c'est fondamental. Je pourrais aussi insister sur un respect qui, pour moi, est très important, c'est le respect de l'autorité républicaine, de celles et ceux qui font que la France a des institutions et est administrée. Je considère effectivement qu'il y a une défaillance désormais du respect, de la considération à accorder soit à des métiers, soit à des hommes et à des femmes par rapport à leurs fonctions, soit par rapport à ce qu'on va appeler des valeurs. C'est pas bien, parce que ça signifie que tu te replies sur soi là encore, que tu ne calcules pas les autres. Refuser de respecter des minorités, c'est considérer que toi seul tu as raison, et parce que tu es majoritaire avec les semblables, tu as le droit d'écraser les autres. Ne pas respecter l'environnement, c'est considérer que tu as le droit de polluer, vivre de façon très égoïste, alors que la planète, le cadre de vie, par nature, il faut le partager. Donc le respect, il est essentiel. Et effectivement, il y a certaines professions qui, à mon avis, ne sont pas assez respectées. Soit parce qu'elles sont dénigrées, à tort, soit parce qu'on considère qu'on pourrait faire autrement, qu'on m'explique comment. Et je pourrais donner 2 exemples. Les sapeurs-pompiers. On voit désormais, hélas, que parfois, lorsque les sapeurs-pompiers font des interventions, qu'ils portent secours ou assistance, parfois certains ils sont violentés. Alors que très souvent, j'en reviens à la question première, les sapeurs-pompiers sont bénévoles, ils ne sont pas forcément tous professionnels. C'est intolérable de ne pas respecter un homme et une femme qui s'engagent pour porter secours à autrui. Et je pourrais parler d'un 2e exemple qui sont les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, parfois effectivement c'est pénible. Ils vont nous contrôler pour être sûr qu'on n'a pas fait un excès de vitesse. Ils vont s'assurer que... Et parfois, les forces de l'ordre peuvent avoir un regard on peut avoir un regard un peu négatif. Mais imaginez une société sans force de l'ordre. Ça serait la jungle. Ça serait la loi du plus fort. Chacun ferait comme bon lui semble. Donc il y a des règles à respecter. Et il y a effectivement des hommes et des femmes qui portent un uniforme dont la fonction est de faire respecter les règles, pas pour embêter les uns et les autres, pour s'assurer qu'on peut vivre en harmonie ensemble, et je reviens au respect de tout à chacun. Donc le respect, il est effectivement très important dans notre société. J'avais effectivement émis le vœu pour 2023, pour cette nouvelle année, qu'il y ait davantage de respect dans notre pays. Effectivement, le respect semble aujourd'hui ne plus être une valeur assez défendue, mais le sport reste un bon moyen de transmettre cette valeur. Vous êtes un passionné de sport, vous en faites régulièrement. En novembre dernier, vous avez participé à la course des barbus dans votre ville spinalienne. En quoi la participation à cet événement vous tient-elle à cœur ? Alors déjà, c'est du sport, et vous l'avez dit, j'aime beaucoup le sport et pas forcément la compétition. Je trouve que le sport, au-delà de l'activité physique que ça permet d'avoir pour la santé, pour la vitalité, le sport, je reviens à vos premières questions, c'est aussi l'associatif et c'est aussi le respect. Le sport, il est souvent organisé dans des clubs qui sont des structures associatives, et lorsque tu fais du sport, tu respectes l'arbitre, tu respectes les règles, tu respectes l'adversaire, tu respectes tes coéquipiers, tu respectes le vestiaire dans lequel tu es. Le sport est pour moi la vie. On parle souvent de sport citoyenneté. Donc je crois beaucoup aux valeurs du sport au-delà de l'activité physique et de la recherche de performance individuelle. Donc je pratique le sport pas assez, j'essaie d'en faire un peu. Et les foulées barbues me permettaient d'une part de faire un peu d'exercice le dimanche matin. Et j'avoue que j'ai eu du mal parce que c'était au château. Ça monte, ça descend et il fallait le faire, mais je l'ai fait. Et surtout parce que ça permettait, là encore, et on revient à l'associatif, de soutenir et de répondre présent à une association qui fait un boulot extraordinaire, qui est la Ligue contre le cancer, qui cherche à faire de l'information et de la prévention en matière médicale, parce que les foulées barbues, c'est pour prévenir le cancer de la prostate pour les hommes. Donc quand tu y participes, ça permet de faire comprendre à des hommes qu'il faut se faire tester. Il faut parfois faire du dépistage pour ne pas attraper le cancer trop tardivement et ne pas pouvoir le guérir, comme il y a Octobre Rose pour les femmes par rapport au cancer du sein. Donc c'est un moyen de remercier
l'association, la Ligue contre le cancer de cette manifestation de prévention. Et puis deuxièmement, lorsqu'il y a cette manifestation, elle est payante, on paye pour y participer, et ça permet d'apporter à la Ligue contre le cancer un peu de fonds, des ressources, soit pour financer la recherche, pour que la médecine trouve des nouvelles solutions médicales pour guérir les cancers, soit des moyens pour accompagner des patients ou des familles qui sont actuellement en combat contre le cancer, et donc parfois il y a des frais qui peuvent être liés à la maladie. Donc pour toutes ces raisons, j'ai participé avec beaucoup de plaisir à la course des fous les barbus et je le referai dès que possible. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je redonne la parole à Lisa. Place à la seconde rubrique, nous avons l'opportunité d'en savoir plus sur un animateur radio, un chroniqueur culinaire français, ainsi que vosgien, Laurent Mariotte. Pour cette seconde rubrique, sur le plateau, nous avons Thomas et Arthur. Bonjour Lisa, bonjour Monsieur Viry. Oui, on va parler de Laurent Mariotte. Il est né le 9 octobre 1969 à Épinal. Il passe son enfance à Dompierre, près d'Épinal. Il y revient souvent pour voir sa mère. Il a obtenu son bac littéraire au lycée Saint-Joseph, dans la même classe que vous, Monsieur Viry. Il s'est inscrit au studio École de France et il devient le stagiaire de Jacques Martin pour l'émission Dimanche Martin. Il devient assistant de la production sur RTL et dans l'émission Les Jeux sans frontières. À 35 ans, passionné de cuisine, il passe son CAP dans la restauration. Depuis 2008, il fait une émission quotidienne sur TF1, Petit plat en équilibre. Il travaille aussi à la radio, sur Europe 1, M comme Mariotte, et à France Info. Alors effectivement, avec Laurent, c'est une amitié qui date de la maternité parce qu'il est né le 9 octobre et moi je suis né le 14 octobre et nous sommes rencontrés en fait à la maternité et c'est une relation qui ne s'est jamais estompée. Hier encore, Laurent était dans les Vosges et j'ai eu le plaisir de le voir, on se voit excessivement souvent. Je suis très fier de lui, je suis très fier du parcours qui est le sien et surtout de l'humilité qui est restée la sienne et de l'attachement aux Vosges qui reste chevillé à son cœur. Et je sais que Laurent est toujours disponible pour vous, pour ses origines vosgiennes et pour tout ce qui peut permettre de faire avancer les Vosges. C'est vraiment quelqu'un de bien. La question de l'orientation va bientôt se poser pour de nombreux élèves. La présentation des filières est indispensable pour ces futurs élèves pour ne pas se jeter dans le grand bain les yeux fermés. Présentation de la filière Agora par Léna et Timothy. Timothy nous présentera une nouveauté dans les compétences à valider par les élèves. Nous irons avec lui à la découverte de PIX. Aujourd'hui, je me suis rendue à l'ensemble scolaire de Notre-Dame-Saint-Joseph à Épinal pour faire un petit tour, un petit reportage sur la filière Agora. Cette section a des matières professionnelles comme l'économie et droit, l'enseignement pro, avec la communication et l'administration. Ils utilisent des logiciels professionnels comme EBP, mais aussi Excel, Word et PowerPoint. Grâce à ces matières et aux nombreux stages, donc il y a 22 semaines au total, sur les 3 ans de cursus, les lycéens commencent à s'insérer dès la seconde dans le monde professionnel, grâce à leurs compétences dans l'administration et la gestion. Ils ont aussi des matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo, le PS, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Cette filière peut ensuite leur permettre de poursuivre leurs études sous statut scolaire ou en apprentissage au sein de leur établissement en faisant un BTS, donc diplôme à bac plus 2 ans. Elle peut conduire à des métiers variés en tant qu'assistant administratif et de gestion. Dans l'immobilier, les services administratifs, les concessions automobiles, les supermarchés, les mairies et les autres collectivités territoriales, les écoles, les associations, des PME et PMI. Je donne à présent la parole à Timothy qui va parler du PIX. PIX est un service public gratuit en ligne permettant d'évaluer les compétences numériques des élèves et des étudiants. Il est disponible à partir de la 3e jusqu'au lycée et études supérieures, et les certifications se passent tous les 3 ans en fin d'année. Il existe plusieurs catégories d'entraînement, comme par exemple la communication, la programmation ou encore la sécurité Internet, et le passage de la certification PIX devient alors obligatoire dans le cursus scolaire. Elle remplace officiellement le B2I. La filière hôtellerie sera présentée par Jeanne et l'apprentissage par Vasquez. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette formation qui se déroule en 3 ans pour obtenir un bac professionnel en hôtellerie et restauration. Cette filière comporte les matières générales, donc comme le français, les maths, l'histoire-géographie, les langues, l'art appliqué et le PS.
Cette filière étant professionnelle, elle propose des matières qui ne sont pas en filière générale. La science appliquée, la PSE, les travaux pratiques et la technologie culinaire, le chef-d'œuvre, la co-intervention et la gestion. Durant ces 3 années à venir, les élèves ont 6 stages qui se déroulent 2 fois par an. En seconde, 2 stages de 3 semaines. En première, 2 stages de 4 semaines. Et en terminale, 2 stages de 4 semaines. En salle, les élèves s'occupent de la mise en place, du dressage des tables, de l'accueil des clients, du menu en lien avec les cuisiniers. En cuisine, préparation du menu du jour, dressage et envoi du menu en salle. Pour leurs travaux pratiques, les élèves ont à leur disposition un restaurant d'application. C'est un restaurant où les élèves et le personnel d'établissement, tout comme des personnes de l'extérieur, peuvent venir se restaurer. Leur TP est un exercice pour les élèves, une mise en situation réelle. Au sein de la classe, des élèves sont aussi apprentis. Je donne la parole à Vasken qui va parler de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formation basée sur une alternance entre des cours théoriques au lycée et l'acquisition de compétences en entreprise. Les avantages de l'alternance, c'est qu'on peut être rémunéré comme personne qui travaille dans le monde du travail, en quelque sorte. Les inconvénients, c'est qu'on est plutôt 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Et quand on est en entreprise, il faut qu'on récupère les cours que les autres élèves ont déjà fait, comme les leçons, les trucs comme ça. Et pour trouver une entreprise, c'est compliqué par rapport au secteur où on vit, parce qu'il y a des entreprises qui veulent bien nous prendre, mais il y en a qui ça leur intéresse pas parce qu'ils ont déjà des alternants. Avez-vous un commentaire à faire sur les filières présentées? Écoutez, je trouve que c'est des filières d'avenir, des filières dans lesquelles il y a de l'emploi, dans lesquelles il y a, à mon avis, des motifs d'épanouissement professionnel par la suite. Il peut y avoir des évolutions de carrière. Donc j'encourage effectivement toutes celles et ceux qui pensent qu'ils peuvent y aller, bien sûr d'y aller. Et surtout, tu le disais, l'apprentissage, l'alternance, c'est une voie de montée en compétences très intéressante. Donc choisissez ces filières, de l'hôtellerie, de la restauration, et le cas échéant, n'hésitez pas, et je le dis aussi aux parents, n'hésitez pas à laisser vos enfants aller chercher des diplômes par la voie de l'alternance. C'est une solution d'avenir. Nous pouvons passer un petit moment de loisirs et de culture sur le cinéma. La première rubrique cinéma sera présentée par Mathéo et Guillaume pour les 2 premiers films et le 3e par Lilou et Agathe. Alors Le Délicieux est un film français réalisé par Eric Besnard. Il est sorti le 8 septembre 2021. Dans cette comédie française, Grégory Gallois incarne le rôle d'un cuisinier talentueux à l'aube de la Révolution française. Du beurre, voyons, du beurre! Il va se faire congédier par le duc de Chamfort car sa cuisine n'est considérée pas assez noble. Ces petits chaussons, le délicieux, truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. À la suite de ceci, il va faire la rencontre d'une jeune femme désireuse d'apprendre la cuisine à ses côtés. Et elle va lui redonner confiance et envie de cuisiner. Ensemble, ils vont monter le premier restaurant de France. Noble, bourgeois ou paysan. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise. Ce qui va leur valoir de nombreux clients fidèles, mais aussi de nombreux ennemis. Un film à suspense à aller voir au plus vite, retraçant parfaitement l'historique de la cuisine française. À présent, je vous laisse avec la bande-annonce, puis Guillaume qui vous parlera du film La Dégustation. C'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre. La Dégustation est un film français d'Ivan Calberac. C'est une comédie romantique sortie en août 2022. C'est une adaptation de la pièce de théâtre du même nom, sortie en 2019. Dans ce film, Jacques, incarné par Bernard Campan,
Un homme à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Avec ses problèmes d'alcool, il est propriétaire d'une cave à vin. Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques, l'alcool est un facteur aggravant. Et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça va vous soigner de quelque chose. Avec tous ces problèmes, il est contraint d'engager un jeune en difficulté pour l'aider à son travail. Un jour, une femme, Hortense, incarnée par Isabelle Carré, vient acheter du vin pour son association caritative, ce qui va changer la vie de Jacques. Ensuite, on va sentir le vin et après, on le goûte. Un peu comme avec une femme. Alors non, pas vraiment. Je recommande vivement ce film à déguster sans modération. Maintenant, place à la bande-annonce. Tout va bien, j'ai ripé. Je rêve d'avoir un enfant, alors je me mets à vouloir aller plus vite que la musique. Oui, ben là, vraiment un peu trop vite. Moi, je peux pas m'occuper d'un gosse. Toi aussi, t'as perdu quelqu'un de cher? Quand la vie est un peu trop grise, ça fait du bien. Un petit coup de rouge. Avez-vous vu l'un de ces films? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? En tout cas, c'est deux bons choix que vous avez mis en valeur lors de cette émission. Je n'ai pas vu la dégustation, j'ai vu Délicieux. Et effectivement, j'étais intéressé par l'histoire, connaître effectivement la création du premier restaurant de France, et surtout que ça n'allait pas de soi à l'époque. C'était très bien joué, ça a du sens, c'était un bon moment. Donc bravo pour ces deux choix, et je me précipiterai pour regarder la dégustation dès que possible. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité. Simone Jacob naît le 13 juillet 1927 au sein d'une famille juive. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 17 ans et y perd sa mère, son père et son frère. Après sa libération, elle entreprend des études de droit, épouse d'Antoine Veil et entre dans la magistrature en 1957. Grâce à cette femme qui devient députée, une loi révolutionnaire a été mise en place qui se nomme l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, ce qui consiste à autoriser les femmes à avorter de façon légale. Décédée le 30 juin 2017 à Paris et entre au Panthéon avec ce destin hors du commun. Le Voyage du siècle, sorti le 12 octobre 2022 au cinéma. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Ce film nous a fait voyager au travers de sa vie, de ses calvaires et de ses combats pour défendre les droits des femmes. Elle nous montre la détermination qu'elle a pu avoir tout au long de sa vie. Une leçon de courage, d'humanité et de résilience pour que la jeunesse d'aujourd'hui n'oublie jamais. On vous laisse avec la bande-annonce du film. Votre travail, Madame Veil. Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi. Et mon modèle. Tous mes combats. C'est un très beau film pour une femme extraordinaire, exemplaire. Et on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le respect et l'engagement. Simone Veil avait des convictions et elle s'est mise en danger. Elle a pris des risques parce qu'elle croyait en ce qu'elle faisait. Ce film retrace effectivement une humanité, une personnalité. C'est également un très beau film, et surtout je voudrais retenir sur l'incarnation qu'a eu Simone Veil dans la société française, et puis dire un mot parce qu'elle était de confession juive, ça a été dit, et il y en a encore dans ce pays qui sont animés par un sentiment nauséabond qui est l'antisémitisme, considérant que les juifs ne peuvent pas être ou ne peuvent pas avoir une place dans la société. Ce sont des propos abjects qu'il convient de condamner. En tout cas, merci à Simone Veil pour ce qu'elle a fait, et surtout merci à ce réalisateur de l'avoir mis en honneur à travers ce film. Un peu de légèreté maintenant après ce film très poignant. Nous allons parler de la série Nouvelle École qui a fait un carton sur Netflix. Je donne la parole à Agathe. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la série Nouvelle École sur Netflix. Elle consiste à mettre en compétition des jeunes talents pour passer un concours de freestyle en battle.
Les concurrents seront face à un jury composé de SCH qui représente Marseille, Shai la Belgique et Niska Paris. Les 3 rappeurs partent à la recherche de plusieurs talents dans leur ville. Une fois que les sélections sont faites, ils reviennent dans la capitale française pour faire les battles. Dans ce concours, les nouveaux participants passent différentes étapes. Plus les épreuves passent, moins il y aura de candidats pour la finale. Le grand gagnant remportera un gain de 100 000 €. La saison 1 est sortie le 9 juin 2022 et le gagnant était Fresh Lapeufra qui faisait partie de l'équipe de Shai. La série annonce une nouvelle saison prévue pour mi-mars 2023. Je l'ai fait par amour. Et si jamais ça finit mal, ce sera ma faute à moi. J'essaie de la regarder dans les yeux, les siens sont sur ma paire. Alors j'attends plus les je t'aime, non j'attends ma paye. Et pour ce qui est de faire la guerre, je t'assure qu'on est prêt. Place à la deuxième partie de notre émission avec le sport, l'écologie et l'international. Pour la rubrique sport, nous avons Baptiste et Robin pour le tennis, Melaine pour le judo, Maël et Léna pour le foot et pour la Coupe du Monde Esteban. Le futur de Nancy s'est déroulé du 1er au 6 novembre 2022. Après le tournoi futur de Forbach et Sarreguemines, organisé chaque année en alternance par les clubs de la Ligue Lorraine, compte une étape internationale supplémentaire sur le territoire depuis la saison 2016. En mars, sur les installations du centre de Ligue Lorraine Sud à Villers-lès-Nancy, se tient désormais cette compétition exclusivement masculine, comptant pour le classement ATP. Gérée par les fédérations françaises et internationales de tennis, dotée de 15 000 $, organisée par le comité départemental du 54, le tournoi futur est l'occasion notamment pour les meilleurs jeunes lorrains de se lancer à domicile et s'aguerrir sur le circuit international et améliorer leur classement professionnel. Après une édition 2020 annulée en raison du Covid, l'Open Grande Nancy-Villers est de retour. De beaux noms sont de retour, comme le Mosellan Harold Maillot, numéro 414, revient sur le tournoi. Tout comme Antoine Vincent, lancé sur le circuit actuellement 1200 mondial, issu de la région Lorraine, plus précisément des Vosges. Depuis 2016, le tournoi futur, porté par le comité 54, est devenu l'élément phare du tennis meurthe-et-mosellan. Après 4 finales perdues, Dan Aden a vaincu le signe indien et remporte son premier titre de la saison en simple. Il a dominé ce dimanche le mosellan Boris Fassbender 6-4, 5-7, 6-2 au futur de Villers-lès-Nancy, libéré délivrer le premier grand titre de sa carrière. Et pour les fans du tennis pro, le retour des plus grands joueurs avec en ce moment l'Open Australie qui fait partie du Grand Chelem. Le judo est un sport de combat qui se pratique dans un dojo sur un tatami. La tenue du judoka s'appelle le judogi. Il y a un pantalon, une veste en coton et une ceinture de couleur en fonction de notre niveau. Les compétitions se déroulent en catégorie de poids. Il y a 9 catégories de poids en cadet, allant de moins de 46 kg à plus de 90. Pour gagner un combat, il faut faire tomber son adversaire sur le dos. Il y a différents types de points au judo. Il y a le wazari, il est accordé quand l'adversaire tombe soit lentement sur le dos au sol, sur une épaule, ou quand on tient l'adversaire sur le dos entre 10 et 19 secondes. Un wazari correspond à 7 points. Il y a le wazari à wazette et ippon, il est accordé quand on a déjà marqué un wazari et que l'on en marque un nouveau. Le combat est directement gagné. Il y a le ippon, qui est accordé quand l'adversaire tombe complètement sur le dos avec de la vitesse ou quand on le tient pendant 20 secondes au sol. Quand le ippon est marqué, le combat est directement gagné. Un ippon correspond à 10 points. Les combats peuvent aussi être gagnés par disqualification, par exemple quand l'adversaire a pris 3 pénalités, des shido, ou alors quand il commet une faute grave, par exemple attraper le pantalon de l'adversaire. Les combattants commencent par se saluer, ensuite l'arbitre va dire hajime, qui signifie que le combat commence. Les combats ils durent pendant 4 minutes en cadet et 5 en senior. En cas d'égalité, le combat se poursuit jusqu'à ce qu'un judoka marque un point ou que l'adversaire soit pénalisé. Une fois le combat terminé, l'arbitre dira Soremadi. Alors j'ai moi-même commencé le judo à l'âge de 4 ans à Châtel sur Moselle, en commençant par la ceinture blanche, puis je suis monté en grade en passant par la ceinture jaune, orange, verte, bleue et jusqu'à la ceinture marron. Ensuite, on peut obtenir la ceinture noire, en passant des épreuves comme les katas, où il faut apprendre une série de techniques. Et il faut aussi obtenir 100 points en compétition officielle pour obtenir cette ceinture noire. J'ai participé à plusieurs compétitions, comme la Coupe des Vosges que j'ai remportée dans ma catégorie. Grâce à ça, j'ai pu me qualifier à la Coupe de Lorraine, où j'ai fini 3e. J'ai aussi participé au championnat de France par équipe avec les Vosges. C'était une très belle expérience car le judo est un sport collectif, mais est aussi individuel. Malheureusement, j'ai dû arrêter le judo après le Covid, mais le judo a repris depuis, et j'encourage les jeunes à commencer ce sport, car il permet de se défouler, mais aussi d'apprendre des valeurs qui seront très utiles dans la vie.
Tout d'abord, je vais vous parler du club local d'Épinal. Le SAS Athlétique Spinalien est un club de foot français fondé en 1941 par fusion de 2 clubs et basé à Épinal. Le SAS participe pour la première fois au championnat de France amateur en 1948 et remporte son groupe en 1953. Le stade municipal d'Épinal a la capacité actuelle de 7200 places. Il a d'ailleurs accueilli hier soir une équipe de Ligue 1, Nantes contre Thaon. Ce club de foot que l'on nomme le SAS, dirigé par le président Yves Bally, directeur de l'entreprise Norsk. Et cette équipe est entraînée par Fabien Tissot de 2009 à 2014 et depuis 2022. Notre député Stéphane Viry a d'ailleurs été lui-même président de ce club, une trajectoire qui s'est dessinée au fil des opportunités, mais pas selon un plan de carrière. Maintenant, je vais passer la parole à Maëlle pour qu'elle parle du Ballon d'Or. À 34 ans, Karim Benzema est devenu le 5e Ballon d'Or français de l'histoire, titré après Papin. Le lundi 17 octobre 2022, l'attaquant de l'équipe française a dominé ses adversaires avec 549 points sur les 558 possibles. Lors de la cérémonie du remise du Ballon d'Or sur la scène du théâtre de Châtelet à Paris, Karim Benzema est apparu très ému et reconnaissant après avoir réalisé son rêve d'enfant. Habitant de Lyon, Karim Benzema intègre le centre de l'Olympique lyonnais à l'âge de 10 ans et signe son premier contrat professionnel en 2005. Avec son club de formateur, il gagne de nombreux trophées comme le championnat de France en 2005, 2006, 2007 et 2008. En juillet 2009, il rejoint le club espagnol du Real de Madrid pour 35 millions d'euros. Après des débuts compliqués, il s'impose progressivement comme titulaire aux côtés notamment de la star Cristiano Ronaldo. Karim Benzema est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération et l'un des meilleurs joueurs à évoluer dans le championnat d'Espagne, mais aussi de la Ligue des Champions, le meilleur buteur français de l'histoire. Et toujours pour parler de football, je laisse la parole à Esteban qui va nous parler de la Coupe du Monde. Comme tout le monde le sait, la Coupe du Monde s'est déroulée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Côté français, il y a eu beaucoup d'absents pour cette édition, notamment Kanté, Pogba, Nkunku, Benzema ou encore Kimpembe. Mais aussi de nouvelles arrivées comme Kamavinga, Fofana, Tchouaméni, Verretou, Konaté, Saliba, Upamecano, Marcus Thuram, Kolo Muani. Ironie du sort, l'Argentine, invaincue depuis 2019, perd son premier match contre l'Arabie Saoudite, mais arrive à s'imposer au pénalty face à l'équipe de France en finale, qui, eux, ont réussi à mettre fin à la malédiction qui faisait en sorte qu'un vainqueur de la Coupe du Monde se fasse éliminer à l'édition suivante lors des phases de poule. Malgré une incroyable prestation de Kylian Mbappé, la France n'aura pas su s'imposer et perdra face à l'Argentine, qui décrochera son 3e titre mondial. Il y a eu beaucoup d'événements marquants comme le geste déplacé de Martinez, le gardien de l'Argentine lors de la remise des trophées, mais aussi une demi-finale historique car le Maroc est la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale d'une Coupe du Monde. Quelques semaines après la Coupe du Monde, Hugo Lloris a déclaré qu'il mettait un terme à sa compétition internationale. Remerciements à notre équipe de chroniqueurs sportifs. Pour faire la transition avec la Coupe du Monde, nous sommes avec Robin pour la prochaine rubrique, l'écologie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement écologique qui lutte contre la pollution et la souffrance animalière. Mais avant cela, je vais vous faire une petite parenthèse sur le sujet du Qatar qui, pendant la Coupe du Monde, a difficilement été vu comme un événement écologique dû aux nombreuses infrastructures et à son importante émission de CO2 pour l'événement de l'année. C'est pour cela que je vais vous parler de l'événement caritatif organisé par le streamer Twitch, le The Event. Cette année, il s'est passé en septembre 2022 au Zénith de Montpellier. Les différentes associations supporters de cette année étaient donc LPO, WWF, Sea Shepherd, Time of the Planet et The Sea Cleaner. Donc ce sont des associations qui luttent pour nettoyer l'environnement et une autre est là pour la protection animalière. Donc cela est une cause qu'a défendu le The Event et ils ont été remerciés au détriment d'un drama lors d'un tweet du président de la République française. Donc c'était un message de soutien pour un travail fourni lors de ces 3 jours, mais les streamers ne l'ont pas entendu de cette oreille. Donc cet événement a pour but de regrouper un maximum de dons pour les associations. Donc un streamer est un diffuseur de contenu en se filmant ou en train de jouer à un jeu vidéo ou en faisant une activité autre comme du sport, de la cuisine ou un plateau télé. Et ils ont 3 jours pour regrouper un maximum de dons. Et à la fin de ces 3 jours, le total de dons sera réparti équitablement aux associations. Et les chanteurs Big Flo et Oli ont inauguré l'ouverture du The Event. Et un peu plus tard, Alain Chabat est venu faire la présentation du streamer étoile, donc question pour un streamer. Le The Event a récolté plus de 10 millions d'euros, un record battu sur l'année précédente et un
le record qu'il compte battre l'année prochaine. Pour cette 7e rubrique, nous avons le droit à un voyage international dans un pays chaud qui est l'Espagne avec Shema et Maëlys, en passant par Fribourg avec Louis et Herveline. Et pour finir ce petit tour d'Europe, nous irons dans l'un des seuls pays où il y a encore une royauté avec Paul. Bonjour à tous, merci à toi Lisa. Avec le conflit en Ukraine, nous constatons que la guerre est malheureusement toujours d'actualité. Dans cette chronique, nous souhaiterions vous parler de Pablo Picasso, mais avant tout de Guernica. Nous allons vous présenter la naissance d'une des plus grandes œuvres de toute l'histoire. El 26 de abril 1900. Le 26 avril 1937, les avions allemands et italiens qui soutiennent le général Franco bombarden el ciudad de Guernica. Ils bombardent la ville de Guernica. Le monde est sous le choc. Picasso commence sa peinture Guernica. Un tableau gigantesque. Il peint son œuvre en un mois grâce aux photos de presse. Il devient un symbole contre la guerre et le fascisme. Pour conclure cette rubrique, nous constatons que malheureusement la guerre est encore un sujet d'actualité avec la guerre en Ukraine. Donc Picasso et son très célèbre tableau Guernica sont encore un symbole d'un conflit siècle après siècle. Merci Lisa. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons vous parler des marchés de Noël de Fribourg. Effectivement, l'Allemagne est très connue pour ses marchés de Noël grandioses et magiques. Donc, comment et pourquoi ces marchés de Noël allemands arrivent-ils à faire venir autant de monde chaque année? Quels sont leurs secrets et comment arrivent-ils à faire opérer la magie de Noël? Notre envoyé spécial à Fribourg, Louis. Hallo, heute interviewen wir einen Händler von Fribourg Weihnachtsmarkt. Wir gehen zum Currywurststellen. Hallo Hervé. Hallo Ludwig. Wie geht es Ihnen? Frech, aber sehr gut. Okay, so. Ist es Ihnen wichtig, in Fribourg auszustellen? Ja, auf dem Friburger Weihnachtsmarkt auszustellen ist mir sehr wichtig. Deshalb komme ich jedes Jahr hierher. Okay, und was verkaufst du in deinen Schuppen? Ich verkaufe Schokolade, Glühwein, Sophie Brezel und Currywurst. Okay, das ist super. Danke Hervé. Danke Louis. Tschüss. Tschüss. Alors maintenant que nous avons vu comment et pourquoi ces marchés de Noël allemands arrivent-ils à faire venir autant de monde chaque année, quels sont leurs secrets, nous espérons que cela a réussi à vous donner des idées et que surtout ça vous a donné très envie de pouvoir aller visiter ce marché de Noël l'année prochaine. Hello and welcome to the English section of this news channel. Today we are going to talk about a tragic event happened on September 18, 2022. Maybe you have understood we are going to talk about the death of Queen Elizabeth II. So I was saying she died last September at the age of 96 in her castle in Scotland after 70 years of reign. The Queen had a long, complex and some would say complicated life. The Queen was born on 21st April 1926 and she became heiress to the throne at the age of 10. During the Second World, she joined the Auxiliary Territorial Service and she worked to the mechanic. She met her future husband when she was on holiday with her family. She was 30 at the time. She later married Philip Montauban, who was but a Greek prince in 1947, and they had 4 kids, Charles, Anne, Andrew and Edward. Charles is the new king of England. The Queen was known for her humor. She notably acted in the movie named Paddington. To mark her platinum jubilee, yes, that it's 70 years she was of the throne. Let's have a look at a picture of the video. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. For later. The Queen was also a great animal lover. The Queen's favorite dogs were Corgi, and she is said to have over 70 of them in her lifetime. She also loved horses and had several famous racehorses. The life of the Queen was marked many people not only in her own country but also worldwide. Her funeral was televised and watched over 5 billion people throughout the world. We can say without the doubt that her death was on the most
significant event of 2022. Over to you. Et maintenant, une rubrique qui va mettre nos papilles en éveil avec Noélie et Mathéo pour une recette digne de petits plats en équilibre grâce aux produits frais vosgiens. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette de saison. Notre produit phare c'est la patate douce. La patate douce c'est un tubercule à la chair douce et sucré absolument délicieux. Et sa richesse en vitamines et en minéraux en fait un aliment adapté dans nos menus au quotidien. Il y a plus de 7000 variétés de patates douces. Selon leur origine géographique, elles se distinguent essentiellement par les formes et les couleurs de la chair, orange, jaune, blanche ou encore violette. La recette que je vous présente aujourd'hui, pancakes à la patate douce, jus d'orange flambé au Grand Marnier. Pour réaliser notre recette, nous allons avoir besoin de patates douces, bien sûr, que nous allons cuire et réduire en purée. Notre appareil à pancakes est constitué de farine, d'œufs, de lait, de beurre et de levure chimique. Nous parfumerons cette préparation avec un peu de cannelle qui se marie très bien avec la patate douce. Pour réaliser le flambage, Noélie aura besoin de sucre, de citron, de jus d'orange et de notre alcool qui est le Grand Marnier. Je commence par réaliser ma purée de patates douces. J'épluche, je taille, puis je cuis à l'eau et je réduis en purée. Ensuite, je prépare mon appareil à pancakes. Pour cela, je mélange la farine, la levure chimique, la cannelle, puis j'ajoute les œufs et le lait. Lorsque mon appareil est lisse, il me reste à lui ajouter ma purée de patates douces. Je cuis mes pancakes dans une poêle avec de l'huile. Et voilà, mes pancakes sont prêts. Je les réserve pour Noélie qui va les flamber. Tout d'abord, il faut réaliser un caramel. Lorsque mon caramel a la bonne couleur, je le décuis avec du jus d'orange. Je fais revenir mes pancakes dans mon caramel à l'orange. Ma sauce imbibée, mes pancakes est réduite. Il me reste suffisamment de sauce pour napper mes pancakes et effectuer le flambage. J'utilise du Grand Marnier pour flamber mes pancakes. Pour le dressage, je dispose mon pancake avec ma boule de glace, puis je nappe avec ma sauce à l'orange, mon dessert est prêt. Et maintenant, notre jeu concours. La question du jour, pour gagner 10 000 € par mois pendant un an, quel alcool Noélie a utilisé pour flamber nos pancakes à la patate douce? 1. Une eau de vie. 2. Du Grand Marnier. 3. Du rhum. 4. Du Cointreau. On vous attend au standard, à très vite pour une nouvelle recette et d'ici là, portez-vous bien. Pour clôturer notre émission, un moment qui peut être un moment de joie ou de tristesse, espérons que votre journée de repos sera ensoleillée. Place à la météo, présentée par Alizé et Cléa. Bonjour à tous, voici notre flash météo du lundi 23 janvier. Pour lundi matin, ciel hésitant souvent entre nuages et éclaircies dans le nord-ouest, temps sec et froid avec de belles éclaircies dans le sud. Au nord-est, quelques flocons épars sur le Jura et une gelée généralisée sur toute la France. Lundi après-midi, peu d'évolution avec toutefois de belles éclaircies dans l'ouest et le sud-est. Et un ciel plus chargé en nuages sur le centre et le nord-est, où les températures ne dépasseront pas 2 degrés. Pour les 2 jours suivants, poursuite d'un temps froid généralisé avec une alternance entre nuages et éclaircies. Gelée matinale généralisée et parfois forte, là où le ciel est dégagé. Jeudi, le temps devient plus humide. De petites averses de pluie ou de neige peuvent se produire sur une large moitié nord. Le sud conserve des éclaircies. Vendredi, temps à nouveau plus calme et froid avec de belles périodes ensoleillées. Et pour finir, notre week-end. Samedi, beau temps calme, sec et froid, excepté sur la Bretagne, où les nuages gagneront du terrain. Encore des gelées fréquentes, car peu de couverture nuageuse. Dimanche, le temps reste encore sec, mais les nuages feront leur retour sur presque toute la France, excepté dans le sud-est. La Corse sera chanceuse, puisqu'elle sera sous un beau soleil presque toute la semaine. Nous laissons la parole à Lisa pour clore cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre présence. Je vous souhaite une bonne journée.